Si vous êtes ici, c'est que vous avez plutôt l'habitude d'entendre parler de ce genre de mecs comme Jeffrey Dahmer et autres personnages qui aiment manger des intestins. Vous connaissez tous ces psychopathes très récents de notre époque moderne finalement, mais figurez-vous que dans un temps passé, notamment au Moyen-Âge, il existe des pépites de psychopathes qui ont existé notamment en France. Notamment un homme qui s'appelait Gilles de Rais. Vous allez voir, c'était vraiment un monstre. On est vers 1404 au château de Chantossé-sur-Loire, et là va naître notre fameux Gilles de Rais. Ou plutôt Gilles de Montmorency-Laval. Cette naissance aristocratique elle va cacher déjà les germes d'une tragédie abominable, parce que cet enfant il va grandir dans une famille de la haute noblesse angevine, mais ce qui va se passer tout au long de sa jeunesse va finalement forger un véritable monstre. Vous avez par exemple la mort prématurée de son père Guy de Laval en 1415 qui va marquer le premier tournant, puisqu'à 11 ans, Gilles y passe sous la tutelle de son grand-père maternel qui s'appelle Jean de Craon. Ce personnage qui est plutôt ambitieux mais absolument sans scrupules, ça va influencer et modeler complètement le petit Gilles de Rais, ou plutôt le Gilles Montmorency de Laval qui va devenir Gilles de Rais le monstre. Donc Jean de Craon, le grand-père, il incarne le cynisme de la noblesse médiévale à son paroxysme. Il va initier son petit-fils aux intrigues politiques mais aussi aux jeux de pouvoir. Plus grave encore, il lui inculque l'idée que sa condition aristocratique va le placer au-dessus des lois communes. C'est un peu l'élite et il fait ce qu'il veut finalement. Cette éducation qui le forge un peu comme s'il était finalement un demi-dieu avec tous les droits, lui met dans l'idée qu'il a aussi le droit de prendre la vie des autres, ce qui est très mauvais pour la suite. Alors le grand-père, il va pas se contenter de transmettre ses idées moralement corrompues, il va également organiser méthodiquement l'enrichissement de son petit-fils par des mariages arrangés et des manipulations successorales. Cette approche, elle va révéler déjà un opportunisme hors du commun, bien que ça se faisait souvent comme ça dans la noblesse, de rester entre nobles pour garder les richesses. L'enfance de Gilles, elle va baigner dans un environnement où la violence fait partie malheureusement du quotidien. Dans le château où Gilles et sa famille vivent, on entend souvent des cris de prisonniers qui sont torturés ou même des animaux massacrés lors de la chasse. Il va baigner comme ça constamment dans la souffrance, dans des exécutions, dans des trucs horribles, et tout ça dès le plus jeune âge. Et très tôt, on va voir que l'enfant, le petit Gilles, manifeste des fascinations morbides, notamment pour les spectacles de violence. Il s'attarde avec une curiosité anormale sur des exécutions publiques ou des châtiments corporels infligés à des clodos. C'est peu commun de voir des jeunes enfants aimer assister à ce genre de choses. C'est bizarre. Ce qui est aussi encore plus bizarre, c'est de laisser son petit-fils aller voir ce genre de choses. Merci grand-père. Moi je faisais de l'avion avec mon grand-père, lui il emmenait voir des gens se faire guillotiner. Bon là, Gilles il approche de la quinzaine d'années, et figurez-vous qu'il va se marier avec une dame qui est très riche. Du moins une fille qui a hérité de beaucoup d'argent qui s'appelle Catherine de Thouars. Et donc ce mariage, il fait de lui l'un des plus riches seigneurs de France. Autant vous dire que c'était pas n'importe qui, il avait du fric. Et déjà on peut apercevoir en lui des traits de psychopathe qui commencent à apparaître, il a un comportement de psychopathe. Il va considérer son épouse uniquement comme un moyen d'accroître sa puissance, en l'utilisant réellement comme un mouchoir. Les témoignages de l'époque concernant Gilles vont décrire un jeune homme qui est marqué par une froideur émotionnelle qui est plutôt inquiétante, et visiblement il s'attachait pas vraiment aux personnes. On est entre 1420 et 1435. L'entrée de Gilles dans sa carrière militaire aux côtés de Jeanne d'Arc va marquer paradoxalement l'apogée de sa reconnaissance sociale et les premiers signes manifestes de sa déviance. Il a connu Jeanne d'Arc, tout simplement. Oui, parce que la première rencontre entre Gilles et Jeanne d'Arc, elle va se dérouler à Chinon en mars 1429. Les circonstances révèlent déjà les traits manipulateurs du futur baron criminel. Tandis que la plupart des nobles manifestent un scepticisme prudent face aux prétentions de cette jeune paysanne de 17 ans, Gilles y va complètement soutenir Jeanne d'Arc et il est dévoué complètement à elle. On sait que Gilles de Rais ne s'est pas rapproché de Jeanne d'Arc parce que il croyait en ce qu'elle racontait et tout. Il s'est converti comme ça à fond dans les croyances. Non, il s'en foutait probablement. En fait, il a surtout vu en Jeanne d'Arc l'opportunité pour lui de monter encore plus l'échelle sociale, même s'il était quasiment déjà tout en haut. Il avait vu les capacités de Jeanne d'Arc à rassembler les gens et donc forcément, il est venu se greffer à elle pour en profiter. Les chroniques vont rapporter qu'il se présente à Jeanne comme un chevalier dévoué à la cause divine. Jeanne d'Arc, face à ça, elle voit quelqu'un qui est vraiment dévoué, elle sent pas le monstre qui se cache derrière ce jeune homme. Elle va manifester une intuition remarquable qui lui permet généralement de déceler les personnalités authentiques. Elle va accorder rapidement sa confiance à Gilles de Rais, et il va même devenir l'un de ses plus proches compagnons d'armes. T'imagines, t'as combattu avec Jeanne d'Arc, s'il te plaît. Et donc cette relation, elle révèle une dynamique particulière relativement perverse. Jeanne, portée par la foi sincère et un idéal de libération nationale, elle va chercher des alliés partageant évidemment ses convictions. Gilles, lui, il est dépouillé
dépourvu de toute empathie authentique, mais il est doué d'une intelligence manipulatrice remarquable. Il a une capacité de camouflage absolument exceptionnelle puisqu'il arrive à mimer des sentiments que elle attend. Tout ça dans le but de la manipuler. L'engagement militaire de Gilles de Rais à côté de Jeanne d'Arc va révéler une facette particulière de sa pathologie naissante. On sait que durant les combats, Gilles de Rais, il fonçait dans le tas, il y allait, il avait pas peur, il était très téméraire. Sauf que, à contrario de ses collègues qui allaient pour le courage et pour libérer la France et pour faire, voilà, la beauté du geste, Gilles de Rais y allait parce que il adorait ça, tabasser des gens. Un peu comme le mec là au pouvoir, là, je sais plus comment il s'appelle. Genre t'es conseiller ambassadeur et puis tout d'un coup on te donne une carte de CRS pour aller taper des gens dans la rue. Et donc Gilles, il semble avant tout rechercher l'excitation procurée par la violence et le spectacle de la mort. Les chroniques militaires, elles rapportent des comportements inquiétants qui passent inaperçus dans ce contexte de violence généralisée. Gilles, il s'attarde sur les champs de bataille après les combats, il contemple les cadavres avec une attention plutôt morbide. Cette fascination, elle va inquiéter progressivement ses pairs. Il va développer une fascination plutôt étrange puisqu'il va s'intéresser de près aux blessures, notamment les plus spectaculaires. C'est-à-dire que si quelqu'un était tranché en deux, il adorait ça. Il interroge longuement les chirurgiens militaires sur les mécanismes de la mort au combat, mais aussi est-ce que les gens souffrent, voilà, il est comme ça, il boit les paroles de la souffrance, il adore ça. Cette période militaire, ce moment où vous avez plein de combats où les gens se mettent des coups de schlass qui te coupent en deux, ça va permettre à Gilles de Rais, comme ça, de vivre un peu la vie dont il rêve, finalement, trancher des gens en deux, avec un prétexte acceptable. Sauf que quand la guerre va se finir, Gilles, il ne veut pas arrêter de trancher des gens en deux, il adore ça. Bon, la guerre, évidemment, elle va légitimer la brutalité et ça va permettre l'expression contrôlée d'instincts destructeurs qui, dans un autre contexte, évidemment, révélerait sa nature de gros psychopathe tueur en série. On sait qu'il y a des gens, quand ils partent à la guerre, c'est pas pour aller libérer la France ou quoi, c'est parce que ils aiment faire ça. C'est comme ça, c'est la nature humaine, il y a des personnes qui aiment faire ça. Plutôt que de le faire illégalement, ils vont le faire dans d'autres pays, on connaît actuellement. Et donc l'influence de Jeanne d'Arc sur Gilles, durant cette période, elle va rester plutôt ambiguë. D'une part, vous avez la présence de cette figure moralement pure qui exerce probablement un effet modérateur sur les pulsions de Gilles. Et d'autre part, vous avez l'adoration quasi religieuse que Jeanne inspire et nourrit le narcissisme pathologique de Gilles. Alors, malgré tout ça, Gilles, il va se sentir vraiment comme l'élu, hein, c'est le néo de Jeanne d'Arc, et il est dans une mission divine avec sa Jeanne. Vous avez la fusion du divin avec un mec qui vient de l'aristocratie, à qui on a dit toute sa vie, frère, t'as tous les droits sur tout le monde, t'es le boss. Ça fusionne dans la tête d'un psychopathe, imaginez le bonhomme. Et donc cette confusion entre grandeur mystique et supériorité personnelle, ça va constituer un terreau extrêmement favorable au développement de sa pathologie future, qui va simplement s'accentuer et devenir horrible. Les années défilent, on arrive vers l'année 1430. Jeanne d'Arc se fait capturer par les Bourguignons le 23 mai 1430 à Compiègne, et ça va constituer un moment révélateur de la véritable nature de Gilles. Parce que contrairement aux autres compagnons de la pucelle d'Orléans, qui vont multiplier les tentatives de négociation et les projets de libération, Gilles va manifester une indifférence totale. C'était son collègue le plus proche, la pauvre Jeanne se fait arrêter, il y a plus personne. Bah voyons. Là on voit tout de suite qu'on a affaire à une ordure, un psychopathe, un mec qui en a strictement rien à faire de la personne avec qui il était durant des années. Malgré plus d'1 an de compagnonnage étroit avec Jeanne d'Arc et des liens privilégiés cultivés, eh bien Gilles ne manifeste absolument aucune émotion face à sa disparition. Il y a même des témoignages de l'époque qui racontent que quand on lui a dit que Jeanne s'était faite arrêter, il en avait mais rien à foutre. Moi j'ai connu des gens comme ça, hein, qui étaient vraiment détachés des personnes, qui se servaient juste des personnes pour évoluer eux-mêmes. A noter que Gilles est extrêmement riche, hein, on ne l'oublie pas ça. Son immense fortune lui permettrait facilement de financer une expédition de secours, même de négocier une rançon pour libérer Jeanne. Vous avez plusieurs seigneurs de moindres conditions qui vont tenter de telles démarches, révélant par contraste l'égoïsme fondamental. L'analyse de ses lettres durant cette période, lettres qu'il a envoyées, elles vont révéler une préoccupation exclusive pour ses propres intérêts. Alors que Jeanne croupit dans les geôles bourguignonnes puis anglaises, Gilles va se consacrer entièrement à la gestion de ses domaines, mais aussi à sa nouvelle passion grandissante, l'alchimie. Le mec fait tous les meilleurs choix. Jeanne finalement se fait exécuter le 30 mai 1431 à Rouen. Ça va marquer un tournant décisif dans l'évolution psychologique de Gilles. Encore une fois, au moment où Jeanne se fait brûler vive sur la place du marché, Gilles de Rais n'a absolument aucune réaction, aucune émotion, il s'en fout complètement. Un truc assez étrange, c'est qu'au moment où Jeanne se fait brûler, eh bien ses pathologies vont vraiment accélérer, du moins elles vont se renforcer et
comme si ça avait finalement provoqué quelque chose en lui, mais quelque chose d'encore plus négatif. Pour Gilles de Rais, Jeanne d'Arc, c'était un verrou social. Elle lui permettait de canaliser de manière inconsciente ses pulsions, parce qu'il était un peu sous sa joute, il la suivait, donc il pouvait pas se permettre de faire encore trop n'importe quoi, sauf que là, il n'y a plus de Jeanne d'Arc. Évidemment, ça va partir en cacahuète. Sa présence, elle avait maintenu une façade de respectabilité morale qui contraignait Gilles de Rais à dissimuler ses tendances les plus sombres. Évidemment, sa disparition va libérer ses pulsions les plus horribles. Alors cette période, ça révèle également l'impact narcissique de la perte de prestige associée à la disparition de Jeanne. Parce que Gilles avait largement construit sa réputation grâce à Jeanne d'Arc. La mort de Jeanne d'Arc le prive brutalement de cette source de valorisation narcissique et va l'obliger à rechercher d'autres moyens de satisfaction de son ego pathologique. Cette quête de substitut va l'orienter progressivement vers des domaines de plus en plus marginaux et dangereux, notamment l'alchimie, l'occultisme et finalement la violence criminelle. Et toutes ces activités extrascolaires, si vous me permettez l'expression, lui permettent de retrouver un sentiment de maîtrise totale. Et donc comme ça, petit à petit, Gilles, qui était finalement canalisé par Jeanne d'Arc, mais aussi par la guerre qui lui permettait de faire un petit peu ce qu'il voulait en termes de violence, et bien tout ça va l'amener à des comportements gratuits de violence, justement. Vous avez les soldats qui étaient sous ses ordres qui vont rapporter des épisodes de cruauté inexpliquée envers les prisonniers, notamment des tortures prolongées sans justification stratégique, vraiment pour le plaisir. Il y allait, il se disait, bon, allez, on va se faire un petit plaisir ce matin. Il avait également une propension croissante à s'entourer de complices partageant ses penchants sadiques. Autant vous dire qu'il était en train de constituer une team de psychopathes, et ensemble, ils allaient faire des activités extrascolaires type torture, méchanceté gratuite, voilà, ce genre de choses. Un bully médiéval, mais version hardcore, hein. En 1435, Jean, le père de Gilles, va mourir. C'était le dernier rempart qui canalisait les pulsions de Gilles. Là, il devient complètement incontrôlable. Cette disparition, elle coïncide avec le début de sa déchéance financière. Le jeune baron va dilapider la fortune colossale dans des dépenses ostentatoires, mais aussi dans des expériences alchimiques extrêmement chères. Il va surtout se faire arnaquer en achetant des babioles soi-disant magiques qui ne marchent pas. Ce moment de sa vie où on voit qu'il fait des choix vraiment mauvais pour son avenir, ça dénote encore une fois les traits de psychopathe, notamment l'incapacité à anticiper les conséquences à long terme de certains actes, mais aussi une recherche constante de gratification immédiate. Attention, c'est pas ces simples traits qui définissent que c'est un psychopathe, c'est un ensemble. Et contrairement à ce qu'on croit, un psychopathe, ça peut avoir de l'empathie, mais ça a des degrés différents. On est maintenant entre 1435 et 1440, descente aux enfers, alchimie, tout va se passer. Gilles de Rais finit par se retirer de la vie militaire, et ça a marqué le début d'une période où sa pathologie trouve de nouveaux exutoires. Il va être installé dans ses châteaux de Tiffauges, mais aussi de Machecoul. Il va s'entourer d'une cour plutôt étrange qui est composée de clercs défroqués, mais aussi d'alchimistes charlatans évidemment, et d'individus aux mœurs douteuses qui alimentent et encouragent ses penchants déviants. Ah, il est vraiment entouré de tarés. L'obsession de Gilles de Rais pour l'alchimiste, ça va révéler plusieurs aspects significatifs de sa personnalité psychopathique. Parce que d'une part, ça va témoigner de son narcissisme grandiose. En fait, il croit être capable de percer les secrets de la transmutation des métaux, changer le plomb en or. Aujourd'hui, on sait le faire, c'est pas des conneries. Dans des réacteurs nucléaires, on est capable de mettre du plomb et ça devient de l'or. Alors ça coûte extrêmement cher, donc on le fait pas. Aujourd'hui, ça vaut pas le coup, mais peut-être que dans plusieurs dizaines d'années, on pourra le faire à moindre coût et finalement, l'or ne vaudra plus rien. Il pense également découvrir la pierre philosophale, voilà, tout un tas de trucs complètement délirants. Vous avez un gars qui s'appelle Francesco Prelati, qui est un clerc italien, donc un gars de l'église. Il est un petit peu dans les sciences occultes et ça va devenir l'un des personnages les plus influents de l'entourage de Gilles de Rais vers 1437. Ce manipulateur habile, il va exploiter la crédulité et les obsessions de son mécène, donc Gilles, en lui promettant des résultats spectaculaires moyennant des rituels de plus en plus extrêmes. Prelati, il comprend intuitivement la nature pathologique de Gilles et va orienter progressivement ses expériences vers des pratiques impliquant la violence sur des personnes, mais aussi la suppression de vie. Et donc c'est dans ce contexte que vont se produire les premiers meurtres documentés de Gilles de Rais et de son équipe. Les témoignages recueillis lors de procès vont révéler que Gilles commence par supprimer des enfants. Tout ça prétendument dans un cadre rituel ou pour ses expériences d'alchimie. C'était un monstre, attention, c'était vraiment une horreur absolue. Lui, en s'entourant d'hommes d'église, ça lui permet de justifier un petit peu ses meurtres, finalement. Les descriptions des témoins concordent pour décrire un homme qui prend un plaisir manifeste à observer la terreur de ses victimes, mais aussi à prolonger leur souffrance et à conserver des souvenirs morbides de ses actes. Et on entend souvent que les tueurs en série vont garder une dent, un collier ou un pied dans le frigo. Oui, l'analyse des premières victimes va révéler déjà la méthode qui caractérisera l'ensemble des crimes de Gilles de Rais. Il va sélectionner et viser
visait principalement des enfants issus de familles très pauvres. Il va les faire venir dans son château et les isoler complètement. Et ensuite, ils vont pratiquer ces fameux rituels où ils retirent la vie, voilà. C'était vraiment le château des horreurs, hein. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui venaient et puis ils les supprimaient. Les témoignages de ses complices vont décrire Gilles totalement transformé durant ses séances criminelles. L'homme était capable de charme et de courtoisie dans la vie sociale, et durant les rituels, il devient un prédateur méthodique et impitoyable face à ses victimes, prenant même plaisir à les voir souffrir. Cette dualité comportementale, elle constitue l'une des caractéristiques les plus troublantes de sa pathologie. C'est cette capacité à compartimenter ces facettes de sa personnalité qui sont diamétralement opposées. Vous avez quelqu'un d'extrêmement gentil, courtois, voire séduisant, et ensuite, derrière les portes du château, vous avez un tueur qui apprécie voir des tortues. Pas des tortues, des tortures. Il aimait peut-être les tortues, je ne sais pas. Évidemment, de tout ça va découler un procès, hein, parce que le Gilou, on va pas le laisser faire. Et durant son procès, il y a une dame qui s'appelle Henriette de Poitou qui va parler. Elle va révéler avec une précision glaçante les techniques de meurtre employées par Gilles de Rais. Ces témoignages recueillis sous serment devant des juges constituent la source la plus fiable sur ses méthodes criminelles. Les archives du procès vont mentionner plus de 140 cas, principalement des enfants, surtout des garçons, mais toutes les disparitions ne lui ont pas été attribuées avec certitude. Ses complices vont raconter que principalement, il étouffait ses victimes avec ses mains. Henriette, donc la dame qui témoigne, elle va décrire comment son maître enserre lentement le cou des enfants, prolongeant délibérément le processus pour maximiser leur terreur, et donc pour lui, pour augmenter son plaisir. Ensuite, il va passer à une autre méthode, c'est-à-dire qu'il va se mettre à pendre les gens. Henriette, elle va raconter que Gilles fait installer des crochets spéciaux dans les chambres hautes de ses châteaux, utilisant des cordes de différentes épaisseurs selon l'âge des victimes. Il développe une technique particulière qui consiste à hisser lentement les victimes, les laissant parfois redescendre avant de les remonter, afin évidemment encore une fois de prolonger le supplice et de prendre un maximum de plaisir. Les témoignages révèlent également l'usage systématique d'armes blanches dans ses rituels de mise à mort. Gilles possède une collection de couteaux et de dagues qu'il utilise pour torturer ses victimes avant de les achever. Henriette, elle va décrire au procès comment son maître pratique des incisions superficielles sur le corps, observant leur réaction avant une intention morbide. Et donc lui observe un peu ce que ça fait, et je vous rappelle que c'est des enfants, encore une fois. Gilles de Rais, lui, ce qu'il avait tendance à faire, c'est de retirer la tête une fois que les personnes étaient sans vie. Et donc ça révèle encore une fois la pathologie de Gilles de Rais. Selon les dépositions, il va procéder systématiquement à la décollation de ses victimes après leur mort. Décollation, hein, c'est qu'on retire la tête. Henriette, elle va témoigner que Gilles range ses têtes dans des coffres spéciaux et il les ressort de temps à autre pour les contempler. Voilà, tout simplement. Il y a d'autres témoignages qui décrivent également des pratiques... voilà, ça va être compliqué à dire, mais je vais vous l'expliquer. Les parties en bas, il était souvent avec ses couteaux en train de voilà, les manipuler un petit peu. En fait, il le faisait à chaque fois. Il coupait tout, on sait pas trop pourquoi. Et donc, il procède à cette ablation dans un rituel élaboré mêlant sadisme, mais aussi pratique de la nécro. Hein. On en vient finalement à l'aspect peut-être le plus horrible dans tout ça, même si tout est horrible du début à la fin, on va pas se mytho. Henriette, elle va raconter, encore une fois, au procès qui s'est déroulé contre Gilles de Rais. Après avoir ôté la vie à ses victimes, il pratiquait des choses de reproduction, on va dire. On est peut-être au niveau max de ce que peut faire un monstre. Henriette va décrire plus précisément ce qu'il faisait. Évidemment, je peux pas vous en parler ici, mais vous avez bien compris ce que je voulais dire. Vous avez la manière dont il détruisait les corps, qui révèle également la préméditation systématique des crimes. Alors, Gilles, il est pas fou, il va aussi faire disparaître les corps, parce qu'il sait très bien que ce qu'il fait n'est pas normal. Et pour ça, il va faire construire des fourneaux spéciaux dans les sous-sols de son château, conçus pour incinérer complètement des corps sans laisser de traces. Henriette, elle décrit le processus de crémation qui est effectué généralement la nuit pour éviter que la fumée n'attire l'attention. Les témoignages dans le procès vont révéler aussi des petites variantes que Gilles pratiquait, notamment parfois il noyait les gens dans les douves de son château, ou alors il les empoisonnait. Selon son humeur, il changeait. Sauf qu'il n'est pas à son apogée de l'horreur, parce que vous allez voir que la suite est peut-être pire. 1440, ça va être l'année qui va être l'apogée criminelle de Gilles de Rais. C'est une année qui révèle l'ampleur véritable de sa pathologie et de sa folie. L'enquête qui va être menée va mettre à jour un système criminel extrêmement sophistiqué et terrifiant. Le château de Machecoul devient le théâtre principal de ses horreurs. Gilles y fait aménager des chambres spéciales dans les parties les plus reculées de la forteresse, équipées d'instruments de torture et conçues pour étouffer les cris de ses victimes. Vous avez comme ça les sujets de Gilles de Rais qui vont ratisser les campagnes aux alentours, ils vont chercher des enfants entre 6
et 18 ans. Encore une fois, ils vont se servir de la pauvreté de ces gens pour attirer les gamins, avec une promesse de travail, d'argent, de nourriture, ce que vous voulez, évidemment. Sauf qu'une fois les enfants arrivés au château de Machecoul ou de Tiffauges, Gilles, il va mettre en œuvre un rituel criminel d'une cruauté absolument inouïe. Les témoignages de ses complices vont décrire des séances de torture raffinées où le baron prend un plaisir manifeste à terroriser ses victimes avant de les supprimer. Et donc, après les avoir supprimés, il va faire tout ce que je vous ai expliqué d'absolument horrible. Il va même prélever d'autres organes, les garder, voilà, c'est un truc de fou. Durant des heures, il est là, il trifouille, il s'amuse. Pour lui, c'est un jeu. Il prétend offrir ses sacrifices humains à des démons censés lui révéler des secrets en alchimie. On est sur une tentative de justification, mais on sait tous que lui, ça le faisait kiffer. L'escalade de la violence, elle atteint son paroxysme durant les derniers mois d'activité criminelle. À ce moment-là, Gilles, il multiplie les suppressions de manière très inquiétante, puisque dans une seule journée, il peut avoir plusieurs victimes. Vraiment un paquet de gosses en une seule journée, voilà, il les passe à la trappe. Ça dénote que chaque acte qu'il commet, ça lui procure plus assez d'adrénaline, donc il doit recommencer. Exactement pareil que comme une dé. Il faut en prendre plus à chaque fois pour que ça fasse un effet. Jusqu'à l'overdose, évidemment. Les estimations du nombre total de victimes varient considérablement selon les sources, oscillant entre quelques dizaines à plusieurs centaines d'enfants. Cette incertitude, elle s'explique par la capacité de Gilles à faire disparaître totalement les corps, les brûlant dans des cheminées ou les ensevelissant dans des fosses secrètes. Donc peut-être encore aujourd'hui, au château de Machecoul, il y a probablement des gens qui sont enterrés à cause de Gilles de Rais. Parallèlement à ses activités criminelles, Gilles, il maintient une façade sociale parfaitement respectable. Le fameux voisin, mais il était gentil, il me descendait mes poubelles, il me disait toujours bonjour, on n'a jamais eu un problème. Et en fait, le mec avait plein de cadavres dans son frigo. Oui, parce qu'il faut savoir que Gilles, dans ses relations avec ses pairs aristocratiques, il continue de jouer le rôle de seigneur très raffiné et cultivé. Il organise même des fêtes somptueuses dans ses châteaux, finance des spectacles théâtraux. Il entretient aussi des correspondances avec les stars de l'époque. Bon, plus Jeanne d'Arc puisqu'elle est morte, mais d'autres. L'analyse de cette période, ça révèle comment Gilles de Rais manipulait absolument tout le monde, mais aussi et surtout son image publique. Il se montre particulièrement généreux envers l'église, finançant la construction de chapelles et entretenant des relations privilégiées avec plusieurs membres du haut clergé. Alors, il a pu perdurer longtemps comme ça à faire ses horreurs, parce qu'il s'était entouré de personnages qui pensaient comme lui. Tout son entourage, tout son personnel était finalement complice. Sauf une ou deux, notamment Henriette, qui était la gentille Henriette, qui a tout balancé, mais bon, elle a pris un peu de temps à balancer, elle avait peur. Il faut savoir que son épouse Catherine de Thouars, mais aussi sa fille Marie, puisque oui, il avait une fille, elles vont vivre dans l'ignorance apparente de ses activités criminelles. Ça témoigne encore une fois de sa capacité à maintenir une vie domestique normale, tout en perpétuant les pires choses qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire que dans le château, il y a sa fille et sa femme, et lui, il a des caves secrètes où il fait des trucs horribles. La nuit, il va en brûler, le jour, il en torture, il en découpe, enfin, c'est un délire. Il y a des coffres avec des têtes, enfin, c'est vraiment le château des horreurs. Gilles de Rais se fait finalement arrêter en 1440. Fallait bien que ça s'arrête. Il a été arrêté finalement parce qu'il commençait à devenir gênant. Mais sinon, il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant de ce qu'il faisait. Oui, parce qu'en mai 1440, Gilles, il s'empare par la force du château de Saint-Étienne de Mermorte. Il s'attaque physiquement à un prêtre lors de cette opération. Cet acte d'une violence publique contre un homme d'église, ça constitue un crime, voilà, qui ne le protège plus. Là, le mec est foutu. Fallait pas toucher au cureton. Il s'est un peu emporté, voilà. Il a vu le curé, il s'est dit, bon, je vais lui mettre 2 baffes. Est-ce qu'on peut retrouver, s'il vous plaît, ce que Gilles a fait au curé? On peut l'écrire ici à l'écran. Est-ce que c'était qu'une baffe? Je le découvrirai avec vous. L'enquête, elle va révéler progressivement l'ampleur véritable des crimes de Gilles. Vous avez plein de témoignages qui vont commencer à arriver de toute la région, notamment des familles qui disent que leur enfant a disparu, mais aussi qu'il terrorisait absolument tout le monde dans les campagnes. On va découvrir des restes humains dans le château de Gilles, et ça va apporter les preuves matérielles nécessaires à l'établissement de sa culpabilité. On va découvrir également ces fameuses chambres de torture, mais aussi les instruments de supplice, des ossements d'enfants qui vont confirmer les témoignages les plus accablants. Alors durant son procès, Gilles de Rais, il va essayer de nier, dire non, tout ça c'est faux, sauf que évidemment on va apporter plein de preuves, et là, il va être sous le fait accompli, il pourra plus nier. À partir de ce moment-là où il peut plus se défendre, finalement il va faire volte-face, il va faire genre qu'il se repentit complètement de tout ce qu'il a fait. Il va dire, je regrette, je suis un homme nouveau, j'ai suivi Jeanne d'Arc, je suis dans la voie pure. Le mec mangeait des enfants dans son château, s'il vous plaît. Donc évidemment c'est une technique pour essayer de réduire sa peine, voire de ne pas se faire buter, et Gilles de Rais va faire des aveux absolument détaillés devant le tribunal ecclésiastique. Ça va fournir un document exceptionnel sur ses méthodes criminelles. Il va décrire avec une précision clinique ses modes opératoires, ses techniques de torture, ses rituels de mise à mort, mais aussi révélant une mémoire parfaite de chaque détail de ses crimes. Apparemment, c'était un homme extrêmement intelligent. Il y a des experts, attention, des experts du Moyen-Âge, qui vont analyser le personnage. Très bizarrement, ils vont conclure quasiment à des conclusions qu'on aurait faites aujourd'hui. C'est-à-dire que le mec est un psychopathe criminel.
finalement, on va conclure que Gilles de Rais ne mérite pas de vivre. On va dire bonheur dans son malheur, vu que c'était un noble, il a le droit de pas être brûlé, mais d'être pendu. Ce qui est plutôt drôle, on va dire, c'est que les dernières déclarations du condamné vont constituer un chef-d'œuvre de manipulation posthume. Gilles, il va prononcer un discours édifiant sur les dangers des mauvaises fréquentations et de la débauche, se présentant comme une victime des circonstances, plutôt que comme l'architecte conscient de ses propres crimes. Il essaye de laver un peu son image avant de mourir. Vous avez énormément de gens qui vont venir assister à l'exécution de Gilles de Rais, puisqu'il y a beaucoup de familles qui vont être impactées à cause de ce monstre. Et ce qu'on voit pas beaucoup normalement durant les exécutions, c'est que là, vous avez beaucoup de gens qui vont se mettre à pleurer, voilà, qui ont beaucoup d'émotions, non pas parce que Gilles de Rais va se faire pendre, mais parce que c'est la fin d'un cauchemar, Gilles de Rais enfin a ce qu'il mérite. Le traitement du corps de Gilles de Rais après l'exécution révèle l'ambiguïté des sentiments contemporains à son égard. Contrairement à ses complices dont les cadavres sont abandonnés au corbeau, le corps de Gilles de Rais est descendu de la potence et remis à des religieuses qui l'ensevelissent chrétiennement. Merci encore une fois d'être arrivé jusque-là, j'espère que cette histoire incroyable vous aura plu. Comme d'habitude, allez voir ceci, je vous en prie mes chers amis, pensez à vous abonner, à laisser des pouces. Si vous avez envie évidemment, à la prochaine, merci à tous encore une fois. Je vous aime, au revoir.